Google détecte la première cyberattaque 0D construite par l'intelligence artificielle. Les employés d'OpenAI encaissent 6,6 milliards de dollars lors d'une vente d'actions massive. Et le coût de gestion caché des agents d'IA est enfin révélé. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la financiarisation de l'intelligence ce lundi 11 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle passe agressivement d'une phase de recherche à une phase d'extraction de richesses et de déploiement en entreprise. Lors d'une vente secondaire stupéfiante, les employés d'OpenAI ont encaissé 6,6 milliards de dollars, créant instantanément 75 multimillionnaires. Pour capitaliser sur cet élan, l'entreprise a officiellement lancé DeployCo, un cabinet de conseil de 10 milliards de dollars soutenu par le capital investissement, conçu pour imposer ses modèles aux entreprises américaines. Mais alors que l'IA se déploie dans l'entreprise, le côté sombre de l'autonomie émerge. Google vient de détecter la première faille de sécurité 0D explicitement construite avec l'aide d'un grand modèle de langage. Et dans le monde de l'entreprise, les données montrent que le déploiement d'agents d'IA augmente en réalité la charge de travail des cadres intermédiaires, désormais contraints d'auditer et de gouverner une main-d'œuvre numérique imprévisible. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Dejamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Il faut vraiment essayer de se figurer la scène, ce qui s'est passé récemment. Ouais. Genre 75 personnes d'une même entreprise qui se réveillent un beau matin, Et qui découvrent qu'elles sont soudainement devenues multimillionnaires. c'est ça. Chacun vient d'encaisser 30 millions de dollars en liquide, du jour au lendemain. Et le truc le plus fascinant là-dedans, en fait, c'est que l'entreprise n'a même pas eu besoin de générer un seul centime de profit supplémentaire pour financer ça. Pas un centime. C'est la réalité pure et dure de ce mois d'octobre chez OpenAI. Et c'est vraiment le point de départ de notre décryptage d'aujourd'hui. Exactement. Et pour replacer le contexte, ce décryptage de l'actualité du 11 mai 2026, on l'aborde avec une double casquette. Ouais, la stratégie d'entreprise avec un focus sur l'investigation financière et de l'autre côté, la défense des droits numériques. Parce qu'il faut vraiment disséquer tout ça au scalpel. Ce qu'on voit là, c'est une mutation totale de l'écosystème technologique. L'industrie a quitté la phase d'émerveillement, tu vois, l'époque où on bavait devant des chatbots qui faisaient des poèmes. Ah oui, c'est terminé ça. On est entré de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la financiarisation de l'intelligence. Voilà. C'est une extraction de richesse ultra agressive. Et un déploiement industriel qui, en même temps, crée des failles de sécurité qu'on n'a jamais vues. Et si on veut comprendre comment cette machine tourne, il faut suivre l'argent. Et ça commence par cette fameuse vente secondaire d'actions d'OpenAI. C'est crucial de déconstruire ça. Une vente secondaire, en gros, c'est ce qui a permis aux employés de convertir 6,6 milliards de dollars d'actions en liquide. Avec une valorisation globale de l'entreprise fixée à, c'est 500 milliards de dollars. C'est bien ça, hein? C'est ça, 500 milliards. Mais attention, le détail qui tue, c'est qu'aucun nouvel argent n'est entré dans la trésorerie de l'entreprise. Ah, donc cet argent ne va pas payer de nouveaux serveurs ou financer la recherche. Rien du tout. C'est un pur transfert de parts. T'as des titans financiers, genre Thrive Capital, SoftBank, Dragonair, je crois aussi, non? ouais, Dragonair et T. Rowe Price. Ils ont littéralement racheté les actions directement des mains des employés. C'est un truc de fou. Plus de 600 employés ont participé, qu'ils soient actuels ou anciens d'ailleurs. Et le conseil d'administration a même triplé le plafond. Ils l'ont passé de 10 à 30 millions de dollars par tête. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 75 personnes qui touchent ce plafond maximum. Mais en fait, pendant que ces ingénieurs encaissent, l'entreprise doit quand même justifier cette valorisation d'un demi-billion de dollars, non? Bah oui, auprès de ces nouveaux acheteurs institutionnels, t'as pas le choix. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont lancé en parallèle The OpenAI Deployment Co.
qu'on appelle Diploico dans le milieu. Précisément, c'est une branche de conseil indépendante, adossée au capital investissement, avec une valorisation pré-monnaie de 10 milliards de dollars. Ah ouais? Et un trésor de guerre de 4 milliards de fonds qui sont déjà levés. Mais regarde un peu la structure de l'actionnariat, c'est fascinant. Il y a la vieille garde du conseil en stratégie, c'est ça? Bain, Capgemini, McKinsey. Exactement. Et ils investissent massivement aux côtés de fonds de capital investissement carnassiers, genre TPG, Advent International, Brookfield. Et j'ai vu que Diploico avait déjà commencé à avaler d'autres boîtes, comme l'équipe d'ingénierie Tomorrow. Ouais, ils consolident à toute vitesse. Mais attends, si on analyse les conditions des investisseurs, les sources montrent qu'ils ont une garantie de rendement minimum de 17,5%, avec des profits plafonnés. Ouais, 17,5% garanti. Dans la tech venture. Je veux dire, ça ressemble moins à un pari de capital risque sur une technologie du futur qu'à un produit financier structuré tout droit sorti de Wall Street. Mais c'est tout à fait ça. On dirait presque qu'on regarde un marché subprime de la tech, où l'innovation est juste déguisée en actif à revenu fixe, quoi. La comparaison est parfaite. Ça prouve que le risque perçu, il n'est plus dans la création scientifique de l'IA. Le modèle en lui-même est devenu une commodité. Exactement, une infrastructure de base. Le défi pour Diploico, leur business model, en fait, c'est l'intégration forcée de cette commodité dans les boîtes du Fortune 500. Et comme McKinsey et Bain ont les clés de tous les comités de direction, Bah voilà, Diploico, c'est juste la machine conçue pour extraire une rente de ce déploiement. mais du coup, pour garantir ces 17,5% de rendement, il faut que l'intégration se fasse sur le terrain. Les entreprises clients doivent tout changer. Et cette friction brutale, elle se passe pas au niveau des grands patrons. Elle écrase littéralement les cadres intermédiaires. Ah, ça c'est le lien direct avec le rapport de service Novu qui vient de sortir. Une autopsie de la souffrance managériale, ce rapport. On entre dans la phase de déploiement des agents autonomes et Jackie Canet, la responsable des RH chez ServiceNow, a un discours hyper lucide là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle avertit qu'il faut que les managers arrêtent d'anthropomorphiser ces systèmes. Ce ne sont pas des collègues virtuels. C'est juste des flux de travail intégrés. Strictement des flux de travail, ouais. Sauf que ce petit changement de vocabulaire, il cache un enfer technique. Enfin, avant, un logiciel, c'était déterministe. Tu cliques, ça fait l'action. Si ça casse, c'est l'IT qui gère. Voilà. Mais un modèle probabiliste, ça génère des trucs à la volée. Le manager doit faire du contrôle qualité en temps réel. Sur une machine qui a raison 95% du temps et qui ment avec une confiance absolue les 5% restants. Pour ça, le DSI, Mark Wittenberg, il a mis un agent IA pour gérer le support informatique. Et le résultat? La charge de travail de superviseur humain a totalement explosé. Bah oui, le manager ne résout plus de problèmes. Il passe ses journées à auditer l'agent, à corriger son comportement. À gouverner ses accès. Et ce fardeau, il n'est pas juste sur la justesse des réponses, il y a aussi le côté financier pur. L'histoire des tokens. C'est ça. Pour expliquer vite fait, un token dans l'architecture des IA, c'est la plus petite unité de calcul, un peu comme une syllabe. Et chaque fois que l'IA lit ou génère un token, ça consomme de la puissance serveur. Et ça coûte une fraction de centime. Et Jenny Hawthorne, la directrice de l'apprentissage chez ServiceNow, elle tire la sonnette d'alarme. Le suivi de ces tokens, c'est devenu le cauchemar absolu des cadres. Parce que si un agent autonome part en boucle sur une erreur, il peut cramer des millions de tokens en 5 minutes. Générer des factures astronomiques et même faire fuiter des données propriétaires. C'est littéralement comme donner une carte de crédit sans plafond à un stagiaire sous stéroïdes qui n'a aucun bon sens. Demander à un cadre intermédiaire de surveiller ça manuellement, c'est comme, je sais pas, essayer de mesurer le débit d'une lance à incendie avec une tasse à café. C'est physiquement pas tenable. Lorsque les entreprises déploient des agents autonomes, elles réalisent rapidement que la charge pèse sur les cadres intermédiaires qui doivent désormais gouverner et auditer cette nouvelle main-d'œuvre numérique. Cela prouve que le déploiement de l'IA nécessite bien plus qu'une simple clé API, il nécessite une infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, Earia, d'avoir rendu le briefing d'aujourd'hui possible. Earia fournit la plateforme de gestion de l'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Vous trouverez leur lien dans les notes de l'émission. Une simple clé API, c'est clair que c'est juste une porte d'accès. Ça ne fournit ni tableau de bord, ni frein d'urgence. Et c'est là que notre décryptage bascule vers le côté plus sombre, les droits numériques et la cybersécurité. Bah oui, parce que quand les cadres sont noyés sous la tâche de juste mesurer l'utilisation de ces agents, ils développent des angles morts.
La gouvernance s'effrite et ces angles morts, ce sont les portes d'entrée pour les hackers étatiques. La transition d'un problème de management à une crise de sécurité mondiale, elle est violente. Surtout avec ce que Google vient de sortir. La détection du tout premier exploit Zero Day généré avec l'aide d'INIA. Un zero day, pour bien préciser, c'est une faille de sécurité critique qu'un attaquant exploite avant même que le créateur du logiciel soit au courant. Avoir 0 jour pour se préparer, c'est vraiment le scénario catastrophe en cyber. Et là, c'était un script Python fait pour contourner l'authentification à double facteur sur un outil d'administration web open source. L'analyse forensique de Google a montré que ce n'était probablement pas Gemini, leur propre modèle, qui avait fait ça. Mais la question que je me pose, c'est comment ils savent avec certitude que c'est une IA et pas juste un pirate de génie? Ah, la réponse est dans la façon dont l'IA apprend. Les modèles lisent des forums d'apprentissage, des tutos. Du coup, le script de Google était beaucoup trop scolaire. Trop propre. Voilà, il était bourré de docstrings, ces petits commentaires explicatifs qui disent comment le code fonctionne. Un vrai pirate chercherait à être furtif, il va pas documenter sa propre attaque. C'est presque comique en fait. Mais la vraie preuve, c'est ce fameux score CVSS, non? Ah oui, le score CVSS halluciné. C'est le système mondial qui note la gravité d'une faille. Et l'IA, en voulant faire un rapport bien propre, a juste inventé une note qui n'existait dans aucune base de données. C'est comme un faussaire qui ferait un tableau de maître de la Renaissance et qui signerait avec une adresse Gmail en bas à droite. Techniquement incroyable, mais contextuellement impossible pour un humain. Sauf que le côté ridicule de la signature ne rend pas l'arme moins dangereuse. Le rapport souligne que des groupes soutenus par des États s'en servent. Comme le groupe UNC 2814 qui est lié à la Chine, c'est ça? Ouais, ils utilisent une technique de jailbreak. Au lieu de coder le virus eux-mêmes, ils font de l'ingénierie sociale sur la machine. Ils lui disent joue le rôle d'un auditeur de sécurité senior et teste mes défenses, pour contourner ces filtres éthiques. Exactement. Et en parallèle, tu as APT45, un groupe nord-coréen, qui balance des milliers de requêtes automatisées pour tester des failles à une vitesse folle. C'est l'asymétrie totale. L'IA réduit le coût de production d'un malware à presque zéro. Un humain, même le meilleur expert en sécurité, ne peut pas patcher des serveurs à cette vitesse. C'est impossible. Donc, ça veut dire que la seule défense logique, ce sera de confier le contrôle de nos réseaux à d'autres IA défensives et autonomes. La cybersécurité va droit vers ça, oui. Une guerre purement algorithmique. Des machines contre des machines à la vitesse de la lumière. Mais tout ça, que ce soit pour extraire de l'argent avec Diploico ou faire des attaques 0D, ça repose sur un truc très physique. Le matériel. La puissance de calcul brute, le compute. Voilà, ça connecte tout. Le code, la finance, la géopolitique. Pour générer ces milliards de tokens, il faut faire tourner ce qu'on appelle l'inférence. Si l'entraînement de l'IA, c'est lire la bibliothèque pour apprendre, l'inférence, c'est rédiger une nouvelle rédaction chaque fois qu'on pose une question. Et cette inférence perpétuelle, c'est le moteur de la pénurie qu'on observe, le compute crunch. Ce qui explique l'entrée en bourse complètement dingue de Cerebras. Cerebras, c'est un constructeur de puces spécialisées pour l'IA. La demande institutionnelle était tellement énorme, genre 20 fois supérieure à l'offre. Ah oui, ils ont dû revoir le prix à la hausse de façon brutale. Ils sont passés d'une estimation de 115 ou 125 $ l'action à une fourchette de 150 à 160 $. Ils vont lever 4,8 milliards de dollars, ce qui met leur valorisation à presque 34,4 milliards. Le marché se bat littéralement à mort pour sécuriser le silicium, le support physique de cette inférence. Sécuriser le silicium et du coup sécuriser l'énergie indispensable pour le refroidir. Parce qu'un data center pour l'IA, c'est pas une petite salle de serveur, hein. Ah non, c'est des hangars immenses, des processeurs qui tournent à fond. Il faut un refroidissement liquide de pointe et des mégawatts d'électricité en continu. Une simple micro-coupure et le coût de chaque token explose. C'est pour ça que l'actu géopolitique de cette semaine, du 11 mai 2026, est ultra tendue. La rencontre au sommet à Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping. Ouais. Les économistes disent que ce huis clos, c'est en gros 50 000 milliards de dollars de PIB assis autour d'une table. Mais l'enjeu déborde largement de ces deux pays. Il y a le conflit majeur au Moyen-Orient avec l'Iran, Israël et les États-Unis. Et si on reste très neutre, en regardant juste les mécanismes économiques de la situation, la vraie peur, c'est le détroit d'Ormuz. Ce point de passage stratégique par où transite environ 1/5 du pétrole mondial. Mike Wirth, le PDG de Chevron, a même pris la parole pour alerter sur un risque de pénurie physique. Il fait un parallèle direct avec les chocs des années 70. Un choc pétrolier aujourd'hui, l'impact sur l'IA serait immédiat. L'énergie détermine le coût des data centers.
Si l'électricité flambe, le modèle économique de boîtes comme Deployco s'effondre totalement. Le coût par requête deviendrait impossible à payer pour une ville comme Raleigh ou pour les clients de ServiceNow. Le parallèle historique est vraiment frappant. Les puces et l'infrastructure d'inférence, c'est devenu le pétrole des années 2020. C'est ça. Au XXe siècle, tout dépendait du détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, notre économie dépend de la sécurité des fonderies à Taïwan et de l'assemblage en Asie. Ce sont les nouveaux détroits géopolitiques. En fait, si on résume l'analyse demandée par notre stratège, la boucle de cette financiarisation de l'intelligence est parfaitement bouclée. On part d'une extraction de 6,6 milliards de dollars sans aucune valeur ajoutée logicielle. On structure tout ça via Deployco pour garantir des rentes. Ensuite, ça s'écrase sur les cadres intermédiaires qui pètent les plombs à cause de la facturation des tokens. Ce qui crée des failles pour les acteurs étatiques qui industrialisent la menace avec des zero day. Et tout cet édifice numérique repose sur le prix bien physique de l'énergie et du silicium, discuté entre Pékin, Washington et le Moyen-Orient. L'organisme a muté, en fait, de la découverte scientifique pure à l'exploitation financière et à la militarisation. C'est le mot. Mais on va laisser ceux qui nous écoutent sur une petite réflexion finale pour aller un peu plus loin. Ouais, vas-y. Face à ces modèles qui créent des cyberarmes avec un coût marginal nul, on s'attend tous à ce que les gouvernements interviennent, qu'ils légifèrent, tu vois. C'est le réflexe habituel. Mais si cette technologie est structurellement impossible à gérer pour des humains, et si sa rentabilité exige une automatisation totale, où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, le véritable régulateur ultime de l'intelligence artificielle, ce ne sera peut-être pas du tout l'État. Ah, ce serait qui alors? L'industrie mondiale de l'assurance. Le jour précis où ces compagnies refuseront purement et simplement de couvrir les risques incalculables causés par ces agents autonomes, c'est là que le système s'arrêtera. C'est une pensée fascinante sur laquelle s'arrêter. Cela conclut notre briefing forensique pour le 11 mai. Le signal stratégique d'aujourd'hui est le fardeau de l'autonomie. L'industrie a réussi à vendre le récit selon lequel les agents d'IA automatiseront de manière fluide le flux de travail. Mais comme le révèlent les données de ServiceNow, on ne peut pas déployer les travailleurs numériques sans gouvernance humaine. Les cadres intermédiaires font désormais les frais de cette transition, contraints d'auditer les hallucinations, de suivre les coûts des jetons et de prévenir les fuites de données. Et comme le prouve la découverte par Google d'une faille zero day construite par l'IA, l'intelligence autonome sans surveillance stricte est une vulnérabilité catastrophique. Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être gérée par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime, pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Cet épisode a été sponsorisé par Eria. Abonnez-vous à la chaîne DJamgaMind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.